L'histoire se déroule à Glasgow en 1915. Profitant d'une forte demande de logement, due à l'implantation de chantiers navals dans la ville et du départ pour le front de nombreux hommes, les propriétaires immobiliers tentent d'augmenter les loyers jusqu'à 25%. Les femmes de la ville leur font vite regretter leur tentative et organisent une des grèves les plus mémorables de l'histoire du mouvement ouvrier. Elles se réunissent au sein de la Women's Housing Association, qui est surnommée l'armée de Berber, du nom de leur leader, Mary Berber. Les femmes grévistes affichent à leurs fenêtres leur intention de ne pas payer leur loyer. Elles montent la garde à tour de rôle à l'entrée des immeubles pour prévenir les autres à l'aide d'une cloche de l'arrivée d'un huissier venu pour expulser l'une d'elles. En cas d'alerte, les autres femmes laissent de côté leurs tâches et accourent pour les empêcher d'entrer par tous les moyens. En les bombardant avec des bombes à la farine, en baissant leurs pantalons ou en les jetant dans les poubelles dans l'arrière-cour des immeubles. Un jour, un propriétaire réussit à faire payer l'augmentation à un locataire en lui disant que les autres ont déjà payé. Apprenant ça, les femmes de l'armée de Berber, accompagnées des ouvriers des chantiers navals, font massivement irruption dans les bureaux du propriétaire et exigent le remboursement. Avec succès. Au plus fort de la grève, 20 000 personnes sont impliquées. La pression vient également des syndicats qui menacent d'étendre la grève aux usines si le mouvement est réprimé. À plusieurs reprises, l'armée de Berber outrepasse les restrictions de guerre en organisant des manifestations de masse, refusant de faire passer la défense de leur intérêt face aux propriétaires derrière l'intérêt supposé supérieur de la patrie. Salut. Bonjour. Bienvenue dans notre émission sur la grève des loyers. C'est une émission qui a été réalisée avec des copains-copines et des camarades, qu'on remercie d'ailleurs chaleureusement. Merci. Et il faut savoir que d'habitude, nous, les émissions de radio, on les écoute plus qu'on les fait. Le monde est confiné et on est près de 3 milliards de personnes à être concernées. Il y a beaucoup de monde qui ne travaille pas et forcément dans ce contexte, c'est les précaires qui sont les plus fortement touchés. Dans un monde au ralenti, quasiment à l'arrêt, c'est des millions de personnes qui sont privées de leurs revenus et qui forcément galèrent pour payer leur loyer. Dans ce contexte, le 1er avril et le 1er mai, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas pu et ne pourront pas payer leurs charges, leur loyer, leurs factures d'eau ou d'électricité, et pourraient dans quelques mois être menacées d'expulsion, d'endettement ou autre. Pour ne donner qu'un seul chiffre, à New York, c'est 40% des locataires qui ne peuvent pas payer leur loyer. Pour protéger les personnes les plus précaires de toutes ces expulsions et faire payer les puissants, l'appel à une grève des loyers à partir du 1er avril s'est propagé de manière virale un peu partout dans le monde. Cet appel, il est parti de plusieurs grandes villes des États-Unis, d'Espagne et d'Italie, et est arrivé en France depuis peu. Parce qu'après nous avoir ordonné de rester chez nous, ils n'hésiteront pas à nous foutre dehors. C'est important de noter qu'il y a en fait une grande différence, qu'il y a pas mal de personnes qui disent oui, la grève des loyers, en fait, bon voilà, c'est juste un tas de personnes qui peuvent pas payer leur loyer. Bon, effectivement, il y a des personnes qui, comme je viens de le dire, sont pas en capacité de payer leur loyer compte tenu du contexte. Après, une grève des loyers, c'est pas juste un tas de personnes qui individuellement peuvent pas payer leur loyer et ça fait une grève, c'est des personnes qui s'organisent pour ne pas payer leur loyer de manière collective. En ça, c'est une mobilisation, une forme d'action directe et d'organisation spécifique qu'on verra un peu plus dans le détail dans la partie de l'émission, dans la seconde partie de l'émission où on retracera un petit peu les différentes grèves emblématiques. Pour parler un petit peu du contexte mondial et vous montrer un peu à quel point en fait ça prend énormément d'ampleur cette grève, et l'ampleur que ça a surtout en fait c'est une grève qui est partie donc de deux endroits. C'est parti des Canaries et de la côte ouest des États-Unis où il y a différents collectifs, des syndicats de locataires qui ont appelé à ne pas payer leur loyer. Pour vous donner quelques chiffres, en fait aux États-Unis il y a 200 collectifs et syndicats de locataires qui ont répondu à l'appel à la grève. En Californie particulièrement, il y a 2000 personnes qui sont engagées à ne pas payer leur mensualité en avril. Au Canada, c'est plus de 4000 personnes qui ont écrit à leurs proprios pour leur dire qu'ils avaient perdu leur emploi et qui, elles, ne pourront pas payer. En Espagne aussi, c'est bien vénère, il y a des organisations de voisinage, des syndicats de locataires, de quartiers qui s'étaient montés en fait depuis la crise de 2008, qui reprennent du service lors de cette crise sanitaire qu'on traverse actuellement et qui ont décrété une grève générale des loyers jusqu'à la fin du confinement. Et il y a un syndicat barcelonais de locataires qui affirme qu'il y a 15 000 personnes qui ont déjà annoncé qu'elles ne pourraient pas payer leur loyer.
plutôt qu'elle ne le paierait pas en fait, tout simplement. En Espagne, sur le marché de la location, en 2018, il y a 27,8% des locataires qui étaient au chômage et 37,3% qui avaient un contrat temporaire. Et pendant ce temps-là, dans les grandes villes espagnoles, type Madrid, Barcelone, il y a des augmentations de plus de 40% des loyers, donc ces 5 dernières années. Donc dans ce contexte-là, on peut évidemment imaginer que ces personnes qui se retrouvent là sans revenus ou avec une baisse de leurs revenus se retrouvent juste carrément en galère et c'est juste impossible. Et qui plus est, étant organisées depuis des années, sont en capacité de faire des grèves assez fortes. Il faut savoir aussi qu'il y a des grèves qui s'organisent en Belgique, au Mexique, en Suisse et en France. Il y a un collectif à Toulouse, collectif On ne paie plus 31, qui revendique depuis le 28 mars une grève des loyers. Et vous pouvez les contacter à onnepaitplus31@riseup.net. Ils ont aussi une page Facebook. Et il y a aussi dans le Grand Ouest, grève des loyers, Grand Ouest, le tout collé, @riseup.net. Et aussi via l'application Telegram. Alors là, c'est t.me/grève des loyers Grand Ouest. Donc voilà, n'hésitez pas à les contacter en soutien ou pour des infos. Il y a aussi des collectifs à Marseille, Aubervilliers, Lille. Mais j'ai pas les contacts, mais c'est assez facile de trouver ça sur internet. Et pour maintenant, on va s'écouter un petit enregistrement de l'appel à la grève lu par 2 copines qu'on remercie pour cette lecture. Ne pas payer son loyer, son gaz, son électricité, son eau, c'est payer déjà un peu moins, à une époque où chacun paye le prix fort, et de plus en plus fort. Refuser de payer le prix de la gestion de cette pandémie est une réaction de bon sens, et une manière de commencer à s'opposer à la vie qu'on nous prépare, dont les conditions sont encore incertaines. On le voit déjà, les mesures du gouvernement permettent aux flics de réaliser leurs rêves les plus crades, de vider les rues des indésirables, de vider les halls d'immeubles, de vider les villes des gens qui n'ont pas de bonnes raisons de s'y déplacer, de pouvoir contrôler les moindres déplacements de la population. C'est aussi pour l'État l'occasion de s'entraîner à la gestion de toutes les sortes de catastrophes, gestion qui s'exercera toujours contre nous. Bien sûr, de nombreuses personnes subissaient déjà ces mesures à plus ou moins grande échelle, et en particulier tous ceux qui sont confinés dans le confinement, et livrés à des institutions d'autant plus maltraitantes dans ce contexte, comme les centres de rétention, les prisons, les maisons de retraite, les centres où sont regroupés les sans-abri. Mais le plan d'urgence du gouvernement va clairement au-delà de la gestion de la crise présente pour modifier durablement l'après. Si la crise est exceptionnelle, les mesures que prend l'État dans cette situation ne vont évidemment pas s'arrêter une fois le problème du virus régulé. On a connu Vigipirate dans les années 90, les mesures antiterroristes des années 2000, l'état d'urgence post-attentat, et on sait comment, en démocratie, l'exceptionnalité fait loi. Le contrôle social, la répression, le développement de la vie complètement assistée depuis chez soi, toutes ces manières de vivre vont sûrement perdurer par certains aspects après la période de confinement dans laquelle nous nous trouvons. C'est toute la normalité qui aura changé. Emmanuel Macron l'a dit dans son discours, le fameux jour d'après qui ne sera pas comme le jour d'avant. C'est dès maintenant que nous devons lutter contre l'appareil étatique tel qu'il est en train d'évoluer et le monde qu'il nous prépare. Nous ne pouvons accepter la position intenable dans laquelle l'État nous contraint, entre la peur justifiée du virus, avec tout ce qu'elle implique au quotidien, et ces mesures aliénantes, renforcées par la précarité que beaucoup subissent aujourd'hui et subissaient déjà hier. Dans ce contexte, continuer d'engraisser les propriétaires devient plus que jamais une impasse. Refusons de payer les proprios, les banques, les prêts. Refusons de continuer à faire vivre ce système qui, en plus de nous asservir, fait de nous les premières victimes des situations de crise. Ne payons pas nos loyers, ne payons plus pour l'État. Arrêtons de payer pour le jour d'avant, ne payons plus aujourd'hui et ayons la perspective de ne plus payer le jour d'après. Inventons et partageons les moyens de lutter contre les brimades légales et menaces répressives à la merci desquelles on pourrait se retrouver si on reste isolé et désarmé. Solidarité avec les révoltés, solidarité avec ceux à qui le confinement impose une double peine. Révolution. Signé Déconfiné.
Vous venez d'écouter l'appel à la grève des loyers, un des appels qui circule en ce moment en France. Et en réponse à cet appel, il y a déjà des personnes qui se sont organisées, qui ont déclaré à leurs propriétaires qu'elles participeraient à cette grève des loyers. Et vous allez écouter maintenant plusieurs témoignages de personnes qui se sont lancées dans cette grève des loyers. Avec ma colocataire, depuis le 1er avril, on a décidé d'arrêter de payer notre loyer. Je suis au chômage depuis 6 mois et ma coloc, elle est en reprise d'études. Et c'est pas la première fois qu'on galère à payer notre loyer parce que ça représente une grosse part dans notre budget comme pas mal de monde. Donc on a envoyé un courrier à notre proprio pour lui dire qu'on n'avait pas les moyens de payer le loyer parce qu'on n'avait pas de possibilité de trouver du travail ce mois-ci avec la crise du corona. Et puis ma coloc, elle a plus de stage parce qu'il a été annulé à cause du corona aussi. Ça c'est ce qu'on dit à notre proprio, mais au-delà de ça on pense qu'on ne devrait pas avoir à payer pour avoir un logement. Et ce qu'elle nous a répondu, c'est qu'on pouvait payer que la moitié du loyer ce mois-ci et le reste en arriéré. Si concrètement, en fait, aujourd'hui, en fait, on pourrait encore payer le loyer, en soi, on ne sait pas vraiment de quoi sera fait demain. Nous, c'est ce qu'on s'est dit. Là, on est deux là à pas savoir si on retrouvera du travail. Les autres dont le contrat arrive à terme ne sauront pas non plus s'ils trouveront du travail ou un moyen de payer le loyer plus tard. Donc on ne sait pas trop. Et cette incertitude nous a poussé en fait à faire cette grève. Ça a été un peu compliqué parce que la situation actuelle dans l'immeuble, en gros, c'est que c'est quand même beaucoup de petits propriétaires, des personnes assez âgées qui ont acheté il y a longtemps leur petit appartement. Ce qui fait qu'on a du mal un peu à trouver des alliés dans cette grève, en tout cas au niveau de notre immeuble. Sachant qu'en fait on a un peu du mal aussi à sortir avec ce confinement, donc c'est dur de trouver d'autres locataires pour faire cette grève. Nous, notre stratégie du coup ce mois-ci, ça a été de payer une toute petite partie du loyer qui en gros correspondait à nos APL à peu près. Et on a envoyé un mail à notre agence directement pour leur expliquer un peu la situation et pourquoi du coup on payait pas notre loyer. On était un peu dans un truc d'apaisement, pas encore un truc très frontal vu qu'on savait qu'on n'était pas encore beaucoup sur cette grève des loyers. Donc ils nous ont répondu que de toute façon ils s'en doutaient qu'on faisait grève parce qu'on avait déployé une banderole grève des loyers sur notre balcon que notre gentil gardien était allé tout de suite rapporter à l'agence comme la bonne poucave qu'il est. Une seule relance au niveau du loyer, mais c'était un truc automatisé. Bref, pour l'instant, ça coule un peu. On a envoyé un courrier à notre agence immobilière en pensant qu'elle pourrait faire l'interlocuteur entre nous et les proprios. Sauf qu'en fait, il s'avère que notre agence n'est pas gestionnaire du bien et c'est juste... en fait, on l'a juste payé pour faire l'état des lieux, quoi. Du coup, elle nous a renvoyé vers les propriétaires. Du coup, on a attendu un peu avant de les contacter. Puis au milieu du mois, ceux qui nous ont rappelés. Du coup là on a entamé un peu des négociations avec eux pour voir ce qui était possible et on a réussi à négocier qu'on paierait juste le prix des APL pour ce mois-ci et probablement le mois prochain, quoi. En fait la question de ne pas payer le loyer elle se pose tout le temps et pas seulement dans le confinement, quoi. Faire la grève c'est pour sortir de cet isolement là, quoi. Bon puis après il va falloir se donner les moyens d'aller foutre des coups de pression aux agences immobilières, d'être capable de réagir en cas d'expulsion. Parce que, en fait, nous, ça nous suffira pas de juste plus payer le loyer pendant le confinement. Je crois qu'il y a un truc qu'ils n'ont pas capté, c'est qu'en fait, nous, on veut plus payer du tout notre loyer. En fait, on veut niquer la propriété et puis on veut plus jamais avoir à dépenser un sou pour pouvoir avoir un toit sur la tête, quoi. Derrière la physique
vient d'écouter le morceau Des sales nuits du groupe Zone Infinie, et juste avant, c'était donc les témoignages de grévistes, et on les remercie pour leurs témoignages. On enchaîne tout de suite avec la deuxième partie de l'émission, la partie historique, pendant laquelle on va vous présenter quelques-unes des grèves des loyers les plus emblématiques, les plus fortes, les plus notables des 150 dernières années. L'idée c'est quoi? C'est de s'enrichir de ces expériences passées, de voir c'est quoi les points communs entre ces différentes luttes, les différences aussi, et de tenter de comprendre ce qui a marché ou non dans ces différentes grèves des loyers, dans différents endroits, dans différents contextes, à différentes époques. On va commencer tout de suite avec la première grève des loyers qu'on a trouvée, et pas des moindres. C'est une grève qui a eu lieu pendant la Commune de Paris, donc en 1871. Le contexte, c'est chute de Napoléon III en 1870. Le gouvernement provisoire décide de suspendre les loyers des Parisiens. Mais la première chose que fait l'Assemblée conservatrice et monarchiste qui est élue en 71, c'est de mettre fin au moratoire sur les loyers. Il y a beaucoup de personnes qui considèrent que c'était une des raisons qui a entraîné l'insurrection qui a déclenché la Commune de Paris. Et d'ailleurs, dès le 29 mars, une des premières choses qui est décrétée par la Commune, c'est le rétablissement du moratoire sur les loyers. Et un peu plus tard, ils décideront de favoriser les réquisitions de logements vides. Et bon, on sait comment cette histoire s'est terminée, malheureusement, ce qui fait dire à certains historiens et historiennes que c'est la grève des loyers la plus réprimée de l'histoire. Peu de temps après, donc 10 ans plus tard, en 1881, les gens commencent à se remettre petit à petit de la répression sanglante de la Commune, et là il y a un comité révolutionnaire pour la grève des loyers qui est créé. Je précise que cette information-là et plusieurs informations de l'historique, elle est tirée d'une brochure de la CNT-AIT sur la grève des loyers, dont on vous mettra le lien dans le texte de présentation de l'émission. Donc en 1881, il y a un comité révolutionnaire pour la grève des loyers qui est créé, mais qui reste peu actif au départ. Pourquoi? Parce que ses membres ont considéré que c'était pas le moment de faire la grève des loyers, parce que selon les différents comités révolutionnaires de l'époque, elle était, je cite, impraticable, attendu que la loi arme les propriétaires de telle sorte qu'une grève des locataires serait suivie d'expulsions, de saisie de meubles, etc., et que finalement, les victimes seraient les grévistes eux-mêmes. Bon, il semble que quelques années plus tard, en 83, des personnes aient changé d'avis. Donc là, il y a la Ligue de la grève des loyers et des fermages, qui organise des déménagements à la cloche de bois dans Paris. L'idée c'est quoi? C'est qu'à la veille du paiement du loyer, les personnes qui ne veulent pas payer s'organisent collectivement pour déménager sans avoir à payer le mois qui vient de s'écouler. Ces déménagements à la cloche de bois, ils vont continuer pendant plusieurs années, notamment il y a une initiative de la Ligue des anti-propriétaires qui proposera elle aussi d'aider des personnes à déménager à la cloche de bois pour ne pas payer leur loyer à des propriétaires. Et elle agira jusqu'en 92 avant de disparaître parce que y a eu une nouvelle vague de répression suite à une série d'attentats anarchistes, en tout cas considérés comme tels, dans les années 92-94. A noter également qu'à cette période, il y avait ces déménagements à la cloche de bois, ils faisaient pas l'unanimité. Dans le Père Pénard, un journal anarchiste de l'époque, il y avait des personnes pour considérer qu'il fallait pas se barrer, qu'il fallait pas partir avant le terme. Et je vais vous citer un extrait qui est assez croquignolesque. Décaniller sans payer, c'est laisser la place nette au proprio. Lui reconnaître le droit de vous foutre à la rue. S'enquiller dans sa turne, s'y installer en peinard et y rester jusqu'à plus soif, c'est nier carrément le droit de propriété. Et démontrer que les maisons sont faites pour ceux qui n'en ont pas. Alors là on passe à 1922 à Mexico, au Mexique en tout cas. Une grève des loyers qui est assez intéressante également. Elle a commencé à Veracruz, donc pas dans la capitale, dans une autre ville du Mexique. Elle a commencé quand des prostituées ont sorti dans la rue leurs matelas et d'autres mobiliers et y ont mis le feu, en décrétant qu'elles se mettaient en grève des loyers. Bon, assez rapidement, elles ont été rejointes par d'autres personnes, par d'autres organisations, notamment ouvrières. Et le mouvement a été fort soutenu, il s'est étendu dans la ville et dans d'autres villes du pays, et notamment dans la capitale Mexico. Il y avait un syndicat de locataires qui s'est monté à
à Mexico qui comptait jusqu'à 37 000 syndiqués. Il y a différents types d'actions qui étaient prônées et mises en place par ce syndicat de locataires. La première, c'est la résistance physique aux expulsions pour empêcher que les gens se fassent dégager de chez eux, moyennant des rixes quotidiennes avec les flics. Il y avait aussi des autoréductions, notamment des transports. Et un autre aspect intéressant de cette période, c'est le développement de l'autonomie matérielle, on pourrait dire. À Mexico, ça se matérialisait par la rénovation d'immeubles grâce aux sous de la grève des loyers. En gros, plutôt que de les filer aux proprios, ils étaient collectivisés, et avec ça, ils rénovaient, ils réhabilitaient des immeubles. Il y en a eu plus d'une vingtaine qui ont été rénovés de cette façon. À Veracruz, ça s'est matérialisé d'une autre manière. Les personnes, elles occupaient des terrains fédéraux ou municipaux et elles formaient ce qu'elles appelaient des colonies ouvrières ou des colonies communistes. Bon, ce mouvement il s'éteindra à cause de dissensions internes et surtout à cause de la répression. C'est un schéma qu'on retrouvera souvent. Les leaders, leaders de la contestation, notamment les anarchistes, ont été arrêtés. Ce qui fait que l'État pouvait tranquillement négocier avec les réformistes qui restaient au sein de ces organisations. Quelques années plus tard en Europe, à Barcelone, en 1930, et je vais vous parler de la grève des loyers qui est probablement la plus massive de l'histoire du siècle dernier. Les ouvriers, donc pas mal de migrants, sont entassés dans des taudis qui sont hors de prix, parfois sans eau courante, alors que la ville se développe, une des croissances les plus fortes d'Europe. La CNT, qui vient d'être autorisée après la fin de la monarchie en 1930, commence à s'organiser sur la question du logement. En juillet 1931, il y a la Commission de défense économique, qui est un des organes de la CNT, c'est en juillet 1931, je le précise, qui pose une liste de revendications pendant un meeting. Premièrement, la caution du mois de juillet doit servir à payer le loyer de juillet. Et après ça, les loyers vont être réduits de 40%. Deuxième revendication, les personnes au chômage, elles doivent plus payer de loyer. Troisième revendication, les propriétaires qui refusent la diminution de loyer, les locataires, ils leur déclarent qu'ils se mettent en grève des loyers, en affirmant qu'ils font partie d'un mouvement social plus large, plus général, pour des loyers plus bas. Donc là, il y a un côté progressif qui est assez intéressant. Premièrement, on ne paye pas le loyer et puis on dit tiens, serre-toi dans la caution. Tout en disant pour le mois prochain on veut 40% et si tu veux pas, on paye pas du tout. On peut déjà dire que les personnes, elles ont pour beaucoup rien payé pendant plusieurs mois, renégocié leur contrat avec des proprios, et également que cette organisation qui se faisait pas mal par quartier, elle a servi pas mal dans les années qui ont suivi, et notamment pendant la révolution de 1936. On reste en Espagne, on est à Tenerife en 1933. Là, il y a 3500 grévistes qui décident de ne pas payer leur loyer si ceux-ci sont pas réduits de 40%. Il y a le syndicat de locataires, plusieurs syndicats plutôt, qui appellent à une résistance collective contre les expulsions et qui demandent à faire pression sur le conseil municipal pour qu'il y ait des logements bon marché qui soient construits. Bon, malgré tout, les expulsions ont lieu et la réaction qui s'ensuit est assez intéressante. C'est une grève générale. Grève générale qui est portée par les organisations ouvrières, qui est très suivie pour protester contre les expulsions. Il y a aussi une autre forme de résistance qui est assez étonnante, c'est que quand les locataires sont expulsés de leur baraque, il y a des personnes qui vont les faire exploser. Soit ces baraques-là, soit les baraques, soit d'autres baraques des propriétaires, histoire de leur dire que si vous voulez pas nous les laisser, vous les aurez pas non plus. Après 5 mois d'une grève des loyers absolument intense, une période d'émeutes quasi continuelles, en tout cas assez régulières, prolongée par des actes de sabotage contre les propriétaires, le mouvement s'est éteint lui aussi, s'est suspendu, là encore sans avoir obtenu satisfaction des revendications. Ou tout du moins pas de satisfaction directe, même si dans les années qui ont suivi, on peut observer que les loyers, ils ont globalement baissé et que comme si les revendications elles n'avaient pas été acceptées sur le coup parce qu'on ne voulait pas faire plaisir et leur reconnaître une victoire assez révoltée, mais que pour acheter et préserver la paix sociale, les proprios et la municipalité avaient petit à petit intégré leurs mesures dans leur plan d'urbanisme et dans la définition du prix du loyer.
Le temps pour vous d'intégrer un peu ces infos exaltantes de grève des loyers historiques, émeutières et particulièrement impressionnantes. On va vous proposer d'écouter la chanson du Père Duchesne. C'est notamment cette chanson qui était chantée par Ravachol juste avant son exécution. Donc au moment de monter sur l'échafaud, juste avant que la guillotine tombe, il a chanté quelque chose comme si tu veux être heureux, nom des dieux, pends ton propriétaire. Né en 92, nom de Dieu, mon nom est Père Duchesne. Né en 92, nom de Dieu, mon nom est Père Duchesne. Marafu généreux, nom de Dieu, à qui lui porte la haine sans Dieu. Je veux parler sans gêne, nom de Dieu. Je veux parler sans gêne. D'aucun filou peureux, nom de Dieu, pour m'appeler canaille. D'aucun filou peureux, nom de Dieu, pour m'appeler canaille. Dès que j'ouvre les yeux, nom de Dieu, jusqu'au soir je travaille sans Dieu. Et je couche sur la paille, nom de Dieu. Et je couche sur la paille. On nous promet les cieux, nom de Dieu, pour toute récompense. On nous promet les cieux, nom de Dieu, pour toute récompense. Tandis que ces messieurs, nom de Dieu, s'arrondissent la panse sans Dieu. Nous crevons d'abstinence, nom de Dieu. Nous crevons d'abstinence. Pour mériter les cieux, nom de Dieu, voyez-vous ces bougresses. Pour mériter les cieux, nom de Dieu, voyez-vous ces bougresses. Au vicaire le moins vieux, nom de Dieu, s'en aller à confesse sans Dieu. Se fait plotter les fesses, nom de Dieu. Se fait plotter les fesses. Si tu veux être heureux, nom de Dieu, prends ton propriétaire. Si tu veux être heureux, nom de Dieu, prends ton propriétaire. Double curé en deux, nom de Dieu, tous les églises par terre sans Dieu. Et bon Dieu dans la merde, nom de Dieu. Et bon Dieu dans la merde. Peuple trop oublieux, nom de Dieu, si jamais tu te lèves. Peuple trop oublieux, nom de Dieu, si jamais tu te lèves. Ne sois pas généreux, nom de Dieu, patron, bourgeois et prêtre sans Dieu. Mérite la lanterne, nom de Dieu. Mérite la lanterne. Mérite la lanterne. Et on enchaîne avec un autre exemple historique de grève des loyers, et pas des moindres. Il s'agit des autoréductions en Italie dans les années 70. Bon, c'est une période qui est absolument exaltante. Pendant une dizaine d'années à peu près, un peu moins, dans pas mal de villes d'Italie, il y a des dizaines de milliers de logements qui sont réquisitionnés et défendus physiquement par parfois l'ensemble d'un quartier, ou une bonne partie des habitants et habitantes d'un quartier, malgré la violence des flics qui est intense. Donc à cette époque, il y a des grèves des loyers également qui sont mises en place, qui sont accompagnées aussi d'occupation, de réquisition de logements et d'autoréduction. C'est-à-dire que les gens décident de payer seulement une partie ou absolument de ne rien payer de leurs factures d'eau, d'électricité ou de leurs courses. Ça commence, on peut dater le début de cette période à 69, où il y a pas mal d'occupations qui ont lieu, d'autoréduction, mais c'est à partir de 74 que ça s'accélère, notamment à Rome, qui est un des épicentres de cette période folle, où en 3 mois, il y a 4000 appartements qui vont être occupés dans la ville. On pourrait multiplier les exemples complètement fous là, pendant cette période. On vous renvoie pour ça à la brochure Autoréduction italienne 1970 qu'on trouve sur le site infokiosque.net. Il y a des familles aussi qui ont été relogées, c'est-à-dire que la pression a été mise pour que des familles qui vivaient dans des conditions indignes soient relogées dans des meilleures conditions, et notamment avec la garantie que leur loyer ne dépasse pas 12% de leur salaire, ce qui était une des revendications de l'époque. Pour donner un exemple, dans un quartier de Rome en 1976, il y avait un niveau d'impayé qui était de 20%, contre 1 à 2% habituellement. C'est pour vous dire à quel point le mouvement a été suivi, même 6 ans, 7 ans après le début du mouvement. Une autre victoire, et pas des moindres, c'est que les gens pendant ce temps-là ont compris la véritable nature de classe de l'État. Ils ont compris que l'État, c'était pas un médiateur neutre auprès duquel il fallait se tourner, mais bien un auxiliaire de la domination capitaliste, et qu'il n'y avait rien d'autre à attendre de lui que des miettes,
Donc autant se servir nous-mêmes. Cette période complètement folle, elle s'est éteinte progressivement, principalement due à deux facteurs. Premier, assez classique, c'est les deux d'ailleurs, c'est la répression qui a été particulièrement intense, violente et sournoise. Et le deuxième, c'est le rôle des réformistes, notamment du Parti communiste, qui a réussi à obtenir quelques victoires sur le plan législatif et légal, et à se placer comme intermédiaire entre les exploités et les exploiteurs pour pacifier la situation. Et moi maintenant je vais vous parler de la grève des loyers, la plus longue de l'histoire de la grève des loyers. C'est la grève des loyers des foyers de Sonacotra. La Sonacotra, elle est créée en 1956 et c'est la Société nationale de construction des logements pour les travailleurs. À la base, elle a été créée pour les travailleurs algériens spécifiquement. C'est une institution française qui a des origines très clairement coloniales, qui crée du logement ségrégatif dans une volonté de maîtriser l'influence du Front de Libération Nationale. Voilà. Dans ces foyers, on retrouve beaucoup d'Algériens et de main-d'œuvre immigrée. La Sonacotra, concrètement, c'est 275 foyers en 1973 qui sont répartis sur toute la France et qui hébergent plus de 73 000 personnes. Voilà, c'est pour quelques éléments de contexte et pour vous donner un petit peu plus d'éléments pour imaginer un petit peu le délire. Les travailleurs, donc, qui ne sont pas considérés comme des locataires mais comme des résidents, ils payent donc pas un loyer mais ils payent une redevance. La redevance, c'est quoi? En fait, c'est une redevance qui paye à la fois l'eau, l'électricité, le blanchiment des draps. Et donc ça fait qu'en fait, ils n'ont pas de contrat. Il n'y a pas de convention en fait, entre le bailleur et le résident. Donc ces personnes, elles vivent dans des toutes petites chambres de 6 mètres carrés pour les plus petites, qui sont très mal isolées les unes des autres. Et elles subissent en fait un règlement intérieur, genre hyper vénère, qui est imposé, à la fois par l'institution Sonacotra, mais aussi par un gérant, un directeur de foyer qui est présent dans chaque foyer et qui vit sur place et qui, notez-le, est généralement un ancien combattant en Algérie. Donc cette personne-là, elle affectionne apparemment particulièrement faire chier les Algériens. Pour vous dire quelques mots sur le règlement, il interdit le droit de visite, le droit de réunion, le droit d'expression en fait en réalité, et il pose comme base qu'en fait le gérant il peut rentrer dans n'importe quelle chambre, n'importe quand, et aussi obliger le résident à faire son lit. Donc cette grève des loyers, elle s'inscrit un petit peu là-dedans, donc on est dans une grève des loyers qui cherche à réduire évidemment le prix du loyer des résidents, mais pas seulement, ça s'inscrit dans ce contexte aussi colonial, et donc ça va bien au-delà finalement de ce côté quantitatif, quoi. Donc avant 75, faut le savoir, il y avait déjà des grèves dans différents foyers, particulièrement en Ile-de-France, mais c'est en 75 qu'il y a une vraie convergence de ces différents foyers, et donc que la grève devient un peu plus massive. Donc ça part du foyer Romain Rolland de Seine-Saint-Denis, et ça se propage à l'ensemble de la région parisienne, et ensuite en fait aux autres régions françaises. En rassemblant au plus fort des mobilisations, 20 000 à 30 000 grévistes. Alors leur revendication en fait c'est quoi? C'est une baisse des loyers, une augmentation de leur qualité de vie, mais aussi une modification du règlement intérieur des foyers. Et aussi ils veulent tout simplement virer tous ces gérants racistes de ces foyers, quoi. Et derrière ça, même si c'est pas dit dans leurs revendications, clairement c'est un moyen de lutter pour ces personnes-là contre le système colonial, enfin néocolonial, qui les exploite jusqu'à l'os, quoi, du travail jusqu'à leur domicile. Dans le cadre de cette grève, il y a un comité de coordination qui est une organisation strictement autonome, créée et gérée par des résidents, qui représente plus de 25 nationalités et qui dressera une liste de réclamations. Et qui cherchera à empêcher en fait les négociations foyer par foyer. Les négociations se feront finalement en 1980, foyer par foyer malheureusement, suite en fait à des milliers d'expulsions qui auront lieu dans les années 79. Et quand je dis expulsion, c'est pas que des expulsions du foyer, c'est carrément des expulsions du territoire français. Et suite à ces négociations, donc les résidents obtiendront en fait le changement du personnel d'encadrement, une plus grande consultation pour les décisions du règlement intérieur, ainsi qu'une réglementation des augmentations de la redevance.
Donc voilà, donc c'est une victoire qui paraît assez mince par rapport à la durée et à l'ampleur en fait de la grève. Et en plus de ça, en fait, c'est hyper... en plus de cette toute petite victoire dans les faits, quoi, dans ce à quoi a consenti la Sonaclotra, c'est complètement illusoire parce qu'en fait, ces accords, ils seront tout simplement pas respectés, en fait. Une autre chose qu'on pourrait dire aussi, c'est que cette grève, elle intervient aussi à un moment de concurrence accrue entre les travailleurs et travailleuses, euh, parce que c'est la fin des dites 30 glorieuses. Et à ce sujet, on a posé la question à un de nos potes qui adore lire des bouquins d'économie, sur, tiens, comment il explique le fait qu'à partir de la fin des années 70, euh, on trouve très peu de traces de grève des loyers dans le monde. Il faut comprendre que d'une façon générale, il y a beaucoup plus de concurrence entre les travailleurs. Le chômage progresse dans les années 70 et 80, et c'est la même logique en ce qui concerne le logement. Il y a moins de logements disponibles pour la classe travailleuse. Ça s'explique notamment par la périurbanisation, c'est-à-dire l'accès des classes moyennes à la propriété grâce notamment à l'inflation qui rogne les taux d'intérêt sur les crédits. Pourquoi y a-t-il de l'inflation dans les années 70 ? Ça répond à la volonté d'une crise lente. On a fait l'expérience de 29 notamment. On sait que dans ces moments de fragilité du capital, il est beaucoup plus facile pour les forces révolutionnaires, paradoxalement, d'obtenir des concessions. Avec cette crise lente dans les années 70, on va aboutir à une intégration des organisations ouvrières dans le système capitaliste. Et on va renverser la tendance en ce qui concerne les inégalités, c'est-à-dire que depuis la fin des années 20, la part des revenus affectés aux très riches a diminué et elle va repartir à la hausse à partir des années 70-80. L'inflation va aussi servir à faire tomber les pays du tiers-monde dans le piège de la dette qui va les amener à exporter massivement leurs matières premières et donc à pas cher. En France, c'est aussi la fin de l'aide à la pierre dans les années 70, c'est-à-dire qu'on arrête de subventionner la construction et on remplace ça par des aides au logement individualisées. Les villes-centres vont s'appuyer davantage sur la taxe professionnelle que sur les taxes d'habitation. Et donc les logements ne sont plus rénovés, on n'en construit plus, et d'où le manque. Alors voilà ce qu'il nous a répondu, et là on lui a objecté que dans plusieurs grèves historiques, il y avait également beaucoup de travailleurs et de travailleuses migrantes qui arrivaient dans ces villes, et donc il y avait une hausse également de la concurrence entre ces personnes à ces époques-là. Donc qu'est-ce qui a réellement changé entre ces exemples historiques et la fin des années 70? Qu'est-ce qui est différent? Il y a plusieurs raisons. D'une part, on a vu que la classe moyenne était devenue très propriétaire durant les années 70. Donc elle a bien sûr bien moins intérêt à faire grève des loyers. Et on peut aussi penser au fait que là où il y a des grèves des loyers dans des villes où il y a trop de travailleurs, c'est parce que ces travailleurs affluent pour y trouver du travail. C'est-à-dire qu'ils en trouvent du travail dans ces circonstances. On a besoin d'eux. Ça veut bien dire que le rapport de force ne leur est pas si défavorable. Merci à lui pour ses réponses. On quitte la France, ces prolos qui s'embourgeoisent, qui deviennent propriétaires, ce chômage qui monte, cet accroissement de la concurrence entre les travailleurs et les travailleuses pour le travail mais aussi pour le logement. Et on part en Afrique du Sud, à Soweto, dans le township de Soweto. On est dans les années 80, milieu des années 80. Et ça fait déjà une dizaine d'années qu'il y a des émeutes qui éclatent de manière régulière dans ce township. On est toujours sous régime d'apartheid qui prendra fin qu'en 91. Donc là on est le 1er juin 86. Il y a des milliers de personnes qui décident d'arrêter de payer les loyers et les factures à la mairie de Soweto. Mais bien sûr la mairie elle n'est pas d'accord. Elle dit non. Elle dit non, et elle tente d'enrayer la grève grâce à des expulsions. Ce qui fait qu'il y a une résistance de dingue qui se met en place.
Et quelques mois plus tard, on est au mois d'août, donc la population a réussi à enrayer pas mal d'expulsions, les autorités s'acharnent, et au mois d'août, la police tire sur la foule qui résistait à une nouvelle expulsion. Bilan, 20 morts. Alors ça n'a pas empêché pour autant le mouvement de contestation et de résistance de continuer. La grève des loyers, elle s'est aussi poursuivie. Là, on est début 88. Il y a l'état d'urgence, peut-être que ça vous rappellera quelque chose, qui est déclaré pour mettre un coup d'arrêt à la résistance des Noirs dans le pays. Et très concrètement, dans le township de Soweto, comment ça se caractérise? Eh bien, par le fait de couper l'électricité aux locataires récalcitrants. Pour autant, la grève, elle ne s'arrête pas et elle continuera jusqu'à 1989 et elle se soldera par une victoire. Je répète, une victoire. Et concrètement, qu'est-ce qui se passe? La mairie décide d'annuler tous les arriérés de paiement. Ça représente 100 millions de dollars. Les expulsions sont stoppées. Et dans 50 000 cas, c'est difficilement imaginable, mais dans 50 000 cas, les locataires deviennent propriétaires de leur appartement. Alors bien sûr, à première vue, c'est une victoire qui est absolument époustouflante, qui est le fruit d'une lutte éprouvante, mais on peut aussi voir la chose d'une autre manière, en se disant que la municipalité, elle s'est enlevée d'une certaine manière une épine du pied, en laissant les pauvres autogérer leur misère au sein du township. Donc il y aurait énormément d'exemples comme ça sur lesquels on aimerait revenir et passer du temps. On va plutôt tenter de se demander, tiens, c'est quoi les points communs entre ces différentes grèves ou les différences. Ce qu'on peut dire par rapport à les points communs, on va dire, les caractéristiques communes de ces différentes grèves, c'est qu'elles apparaissent souvent dans un contexte de compression salariale, c'est-à-dire que la part des loyers dans les revenus dans le budget des familles, des travailleurs et travailleuses est importante. Ça apparaît aussi souvent dans un contexte où les gouvernements sont discrédités. C'est pas systématique, je dis bien souvent. Les conditions d'habitation aussi sont indécentes. C'est pas seulement le prix du loyer, c'est aussi la qualité du loyer, la qualité du logement. On peut noter aussi, comme on l'a déjà dit, que c'est des grèves qui sont souvent menées par des femmes. Alors une des explications, c'est que au début du siècle dernier, jusqu'à assez tard dans le siècle, les femmes travaillaient peu, beaucoup moins que les hommes. Et étaient, Tu peux peut-être préciser que c'est pas qu'elles travaillaient peu, c'est qu'elles n'avaient pas le droit de travailler. Voilà, c'est précisé. et qu'elles étaient les gestionnaires du foyer, qui passaient le plus de temps à la maison, donc celles qui subissaient en première ligne les mauvaises conditions de vie. Les femmes, effectivement, étaient particulièrement impliquées dans ces grèves, et aussi des personnes migrantes, quoi. Ouais. Et du coup, ça donne le sentiment que finalement, c'était des personnes hyper opprimées, qui étaient des personnalités assez remarquables dans ces luttes-là. Effectivement, les personnes qui sont les plus opprimées dans la société, donc dans ces différents contextes, les femmes, les travailleurs, travailleuses migrantes, c'est pas des personnes qui avaient la possibilité de s'organiser au sein des lieux de travail, donc du coup c'était un des terrains sur lesquels leur colère pouvait s'exprimer. Ok, et tout de suite on s'écoute un petit son, Brass Against, Wake Up. C'est pas Brass Against.
shit. Hoover, he was a body remover. I'll give you a dose, but it could never come close to the rage built up inside of me. Fist in the air in the land of hypocrisy. Movements come and movements go. Leaders speak, movements cease when their heads are flown. Cause all these punks got bullets in their heads. Department of Police, the judges, the feds. Networks at work, keeping people calm. You know they went after King when he spoke out on Vietnam. He turned the power to the have-nots. And then came the shot. Shake you up, to break the structure up. Cause blood still flows in the gutter. I'm like taking photos. Man, boy, kicks open the shutter. Set the groove, this stinking move like I was Cassius. Rap the stutter, step the bomber, left upon the fascists. Yeah, the several federal men who pull schemes on the dream and put it to an end. You better beware of retribution with mind war. 2020 visions and murals with metaphors. Networks at work, keeping people calm. You know they murdered X and tried to blame it on Islam. He turned the power to the have-nots. And then came the shot. What was the price on his head? What was the price on his head? I think I heard a shot. 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 Black nationalism. He may be a real contender for this position should he abandon his supposed obedience to white liberal doctrine of nonviolence and embrace black nationalism. Through counterintelligence, it should be possible to pinpoint potential troublemakers and neutralize them. And neutralize them. And neutralize them. Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Tout d'abord, Tout d'abord, il n'y a pas de crise du logement. 2. 2. Le logement n'est pas en crise. Le logement n'est pas en crise. 5. Quand on appelle cette crise,
crise du logement, cela sert les intérêts de celles et ceux qui conçoivent les logements, les font construire et en tirent profit. Cela ne sert pas les intérêts de celles et ceux qui vivent dedans. 6. Parler de crise du logement nous encourage à penser par abstraction, par nombre, par unité interchangeable, et non à penser aux personnes ou aux logiques de pouvoir. 7. Nous ne vivons pas de crise du logement, nous vivons une crise des droits des locataires. Nous vivons une crise des droits des locataires. 47. Le rôle du mouvement n'est pas de résoudre la crise du logement, mais de gagner plus de droits pour les locataires. De construire suffisamment de pouvoir parmi elles et eux pour être en position d'exiger plutôt que de demander. 51. On l'a entendu des millions de fois. Et on l'entendra encore des millions d'autres. Il y a une crise du logement et il faut bâtir toujours plus pour s'en sortir. 53. 53. Nous comprenons la politique de l'offre comme une tentative de réguler le logement sans introduire de gouvernance. Une manière de mettre les gens hors du politique. Une logique qui bénéficie aux gens qui tirent profit du logement et non à celles et ceux qui y vivent. 57. Comme pour la crise du logement, ici aussi, nous devons changer de perspective. Les propriétaires ne fournissent pas de logement. Ils tirent un loyer du logement. Les promoteuristes ne fournissent pas de logement. Ils et elles spéculent sur le logement. 59. Rappelez-vous, la justice du logement est une lutte, pas un débat. Comme dans n'importe quelle bataille, il y a des camps. 69. Du point de vue des droits des locataires, nous n'avons pas seulement besoin de contrôler le marché, nous devons le dégager hors de nos vies. 75. Le loyer est l'hypothèque de la maison secondaire du propriétaire. Il est le garant de la perpétuation des actifs intergénérationnels et est converti en un titre financiarisé et offert aux fonds spéculatifs sous forme d'obligations. 79. La grève des loyers, comme tactique, démontre fondamentalement la force de notre union. Même quand nous n'avons pas de loi pour nous protéger en tant que locataires, nous pouvons toujours compter les unes sur les autres. 97. Et nous préparons le terrain pour une grève générale des loyers. 101. Tu ne peux pas, en aucune circonstance, faire de politique seul dans ton coin. On vient d'écouter une sélection du manifeste du LATU. Donc le LATU, c'est le LA Los Angeles Tenants Union. Donc c'est un syndicat de locataires de Los Angeles qui, depuis 2015, s'organise pour que chacune ait le droit à un logement décent dans son quartier. Donc c'est un syndicat en fait qui organise des occupations et des grèves de loyer. Donc maintenant on va passer à la troisième partie dans laquelle on va un petit peu voir comment ça s'organise concrètement en France, cette grève des loyers, et aussi un petit peu vous donner quelques billes sur des aspects pratico-pratiques et juridiques. Donc un des premiers trucs à faire, c'est de vous rapprocher d'un groupe local. Les groupes locaux, vous les trouverez grâce à Internet, via Twitter, Facebook ou encore l'application Telegram. On va vous mettre aussi en lien donc, de cette émission différents mails et contacts qui pourront vous servir pour trouver un groupe local près de chez vous. Ce ne sera pas exhaustif, donc n'hésitez pas à faire vos propres recherches et à aller chercher, comme je le disais, sur Internet, sur Facebook, pour trouver des personnes proches de chez vous avec lesquelles vous organisez. Autrement, c'est important aussi d'en parler à votre entourage, à vos colocs, à vos amis, aux autres locataires de votre immeuble, à vos voisins, voisines, et leur proposer de participer à cette grève. Dans ce même temps, il est plutôt conseillé en fait de contacter le propriétaire de votre logement et lui expliquer votre refus ou votre incapacité, ça dépend à quel point vous avez envie comment vous avez envie de vous positionner plutôt, et de lui dire donc que vous voulez pas ou que vous pouvez pas payer votre loyer ce mois-ci. Et là, vous allez voir, il peut vous donner, comme vous l'avez vu tout à l'heure au travers des exemples de personnes là qui témoignaient, de grévistes qui témoignaient, il va y avoir différentes réponses possibles. Donc il y a pas mal de ressources qui sont déjà disponibles sur Internet, notamment pour écrire donc, ces lettres à vos propriétaires, entrer en contact avec votre voisinage. Tout ça aussi pareil, on va vous les mettre en lien en fait sur le site de l'émission.
Et aussi, n'hésitez pas à partager vos situations à vous réelles, vos expériences, vos lettres, vos compétences juridiques ou artistiques si vous avez envie de contribuer en proposant des affiches, des tracts, etc. Enfin voilà, c'est des sites généralement qui sont ouverts, sur lesquels il est facile de contribuer. Et maintenant, je vous propose d'aller voir comment les proprios s'organisent de leur côté. En écoutant un petit montage de proprios millionnaires qui ont des dizaines, des soixantaines de locataires et qui se revendiquent eux-mêmes, millionnaires d'ailleurs. Et c'est bien parce que ça leur laisse du temps pour faire des vidéos pour d'autres futurs propriétaires rentiers. Alors c'est un petit peu comme un guide d'autodéfense de propriétaires face à des locataires récalcitrants. Vous allez voir, c'est hyper instructif pour nous, locataires récalcitrants. Pour ton propriétaire. Il y a plein de requins. On va pouvoir aller les observer. Vous avez peut-être peur ou vous avez des appréhensions concernant le fait que vous n'allez peut-être pas percevoir le loyer que votre locataire vous doit. Je vous invite plutôt déjà dès le départ à contacter votre locataire en lui disant voilà, j'ai pas encore reçu le règlement, est-ce que tu sais si le paiement est parti? Ça peut être tout bête, parfois il a tout simplement pas pensé à, s'il a perdu son travail, à postuler un nouveau poste. Et si il vous dit j'ai des problèmes d'argent, ne lui dites pas c'est pas grave, tu me paies le mois prochain. Dites-lui ok, là maintenant combien est-ce que tu peux me payer? Il est important de conserver votre locataire dans une phase de paiement, il faut qu'il continue à vous payer, il faut que ça devienne un automatisme et pas que vous le laissez un laps de temps totalement libre et du coup qu'il s'habitue justement au fait de ne pas payer son loyer. Et donc du coup ce qui est important c'est donc du coup de continuer à le débiter. Vous avez un garant donc, à votre locataire, donc pourquoi pas contacter ce garant. Deux possibilités, soit le garant vous dit ok ça marche, je paie et donc c'est bon, c'est fini, ou soit le garant va dire attendez, je vais contacter votre locataire, donc la personne de laquelle je me porte garante. Le fait que le garant appelle le locataire, du coup ça va donner beaucoup plus d'envie à votre locataire de vous payer très simplement. Maintenant, si votre locataire n'est pas dans la possibilité financière de vous payer, c'est pas grave, ce sera le garant qui va vous payer. See, in this world, there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns, and those who dig. Donc j'ai au total 5 locataires qui me paient tous les mois. Si j'en ai un des 5 qui joue le vilain petit canard et qui ne me paie pas, eh bien tous les autres vont payer pour lui équitablement grâce à la clause de solidarité. A noter que la clause de solidarité est uniquement possible dans les cadres de colocation. Et donc du coup, si vous avez une location simple, vous ne pouvez pas le faire. C'est dur d'être proprio. Ce sont des investisseurs privés qui louent leurs biens, qui espèrent une rentabilité aujourd'hui de 3 à 4%. Quand vous placez votre argent sur de l'assurance vie qui vous ramène à zéro, ces gens vont sur l'immobilier pour espérer avoir un peu de rentabilité. Faut-il mettre la pression sur les propriétaires? La conséquence que ça peut avoir, c'est que les propriétaires seront beaucoup moins enclins à faire des travaux puisqu'ils ne vont pas bénéficier du fait de pouvoir augmenter leur loyer, donc c'est pas très encourageant. Les gens ne savent plus comment faire, si vous voulez. Les propriétaires, ils sont désabusés. On est stigmatisés. On a un appartement, on le met en location, pardonnez-moi d'être trivial, c'est pas pour avoir des embêtements tout le temps et se retrouver au tribunal. Je suis innocent, et puis j'ai pas peur, je vais aller leur dire au juge, je suis innocent. Donc concrètement, vous avez le droit d'entamer une procédure de recouvrement uniquement 2 mois après avoir justement contacté votre locataire. Ensuite, la première étape de la procédure de recouvrement, c'est un envoi de mise en demeure par un huissier. L'huissier, ça vous savez, je vais peut-être être un peu vulgaire, mais c'est comme les morpions. Une fois que ça a trouvé sa place, ça s'accroche. Et il va falloir ensuite laisser un délai de 8 jours à votre locataire pour lui trouver une solution pour vous. Votre locataire ne vous répond pas, ne par exemple daigne pas vous payer alors qu'il a de l'argent de côté, et voilà, il vous dit que oui j'ai de l'argent mais non je ne vais pas payer, etc. Tout ça sont des preuves de mauvaise volonté. Toutes ces preuves de mauvaise volonté, gardez-en un maximum de preuves, et c'est ce qui va faire que le juge aura davantage d'éléments et il pourra prendre une décision beaucoup plus rapide, davantage en votre faveur.
Ensuite, il va falloir encore donc passer par un huissier, ou cette fois-ci un avocat, qui lui va envoyer un commandement de payer. Alors un commandement de payer, qu'est-ce que c'est? C'est un document qui va simplement ordonner à votre locataire de régler. Si durant cette période de 2 mois, il n'a toujours pas payé, c'est alors que le dossier va partir au juge. Et dans ce cas-là, c'est simplement le tribunal compétent qui va décider de la date exacte d'expulsion et qui va déterminer combien de mois de loyer, combien d'argent, en comptant également tous les dommages qu'il vous a causés. Mais à noter que certaines assurances de la part de vos locataires sont déjà mises en place sans même qu'ils le sachent par rapport à leur carte bleue, et donc du coup tout va pouvoir être leur débité sur leur compte sans même qu'ils aient quoi que ce soit à faire, simplement avec donc, ce fameux ordre de payer, ou ce qu'on appelle également un commandement de payer. La table basse, les 2 commodes, les tableaux. Donc là, à la dernière minute, ils se rendent compte que c'est vraiment effectif. C'est le moment le plus difficile pour les gens qui voient partir leurs affaires, oui. Ceci dit, bon, elles sont entreposées dans un garde-meuble, elles risquent rien. En fonction de la décision à venir, ils les récupéreront ou non. Forcément, l'huissier a des états d'âme quand il met des gens à la porte. Ceci dit, il les met de côté au moment de l'expulsion, il les ressort le soir ou plus tard. Écoutez, il y a quelqu'un qui est propriétaire de cet appartement et qui vit peut-être des loyers. Humainement, on les met dehors, c'est difficile, mais humainement, est-ce qu'on a le droit de laisser un propriétaire qui jouit d'un droit de propriété avoir un locataire qui est chez lui et qui le loge gratuitement? Après, c'est un débat philosophique. Est-ce qu'on doit loger les gens gratuitement? Mais bon. Est-ce que le loger des gens, c'est pas un boulot trop sérieux pour être confié uniquement à des propriétaires? Demande-moi quand tu sais pas. Et après ce moment de philosophie, voici un petit point pratique et juridique. Bon, voilà en gros ce qu'il y a à faire à partir du moment où vous décidez de ne pas payer, ce qu'il y a à faire. En tout cas, quelques conseils, après vous en faites bien ce que vous voulez. Un petit rappel déjà, c'est que si vous avez, si votre loyer il est prélevé automatiquement, c'est de bloquer le virement. Parce que même si vous décidez de faire la grève des loyers et que vous ne bloquez pas le virement, il partira quand même. Et ce serait dommage. Et ce serait vraiment con. Dans l'enregistrement qu'on vient d'écouter, dans le petit montage, ce propriétaire millionnaire, donc il parle des garants. Donc n'hésitez pas aussi à leur passer un petit coup de fil pour les prévenir, histoire que ce soit pas votre proprio qui leur explique la grève des loyers, ils risquent de moins bien comprendre, et également leur dire de pas payer, parce que ce serait dommage qu'ils payent à votre place. Une autre chose aussi, c'est si vous décidez de contacter votre proprio, parce qu'on l'a peut-être pas dit, mais c'est aussi possible de juste rien lui dire et puis de le laisser s'impatienter, de le laisser lui vous contacter. En tout cas, si vous faites le choix de le contacter, plutôt essayez de pas le faire au téléphone, que tous les contacts, de garder une trace écrite de tous les contacts, en ayant bien en tête que lui aussi il aura cette trace écrite là, donc faites attention à ce que vous dites qui pourrait être utilisé contre vous au tribunal. C'est possible de simplement payer une partie du loyer au propriétaire, histoire de gagner du temps, de faire en sorte d'empêcher ou de retarder la procédure. Par exemple, il y a des personnes qui payent que 10% de leur loyer, ou d'autres qui payent simplement le montant des APL, histoire de ne pas pouvoir avoir d'arriérés de paiement ou de dette auprès de la CAF. Et enfin, un des derniers conseils que je peux donner, c'est de lire votre bail, histoire de savoir quelle clause il contient, parce qu'ils vont pouvoir avoir une conséquence sur la manière dont vous allez être, dont le proprio va pouvoir réagir. Le déroulé de ce qui se passe à partir du moment où le proprio réalise que vous ne voulez pas payer votre loyer. Alors ce qu'il va faire, il va vous envoyer une lettre disant voilà, vous avez tant de jours pour payer, faute de quoi on fera intervenir un huissier. Donc si vous ne payez pas dans ce délai, le proprio il vous enverra une injonction à payer ou un commandement à payer, donc il sera envoyé par huissier, et là vous avez 2 mois pour payer. Alors bien sûr vous pouvez contester cette somme et vous pouvez réclamer des délais auprès du tribunal d'instance, il me semble, le plus proche de chez vous. Si vous décidez de ne pas payer dans le délai, de 2 mois ou plus si vous obtenez des délais, là il y a 2 options. Soit le proprio il va directement en justice, soit il décide de faire avant ça
ce qu'on appelle une saisie conservatoire, c'est-à-dire de mandater un huissier pour aller prélever sur votre compte le montant des impayés pour s'assurer le paiement devant le tribunal. Ça fonctionne que si le tribunal vous condamne à rembourser les loyers. Et devant la justice, comment ça se passe? On va pas aller dans les détails parce qu'il y a des guides pratiques qui ont été détaillés jusqu'ici. Sachez que dans tous les cas, quelle que soit la décision, il est possible de faire appel devant différentes juridictions, il y a toujours des tas de recours, et que, en conclusion, peut-être ce qu'on peut dire, c'est que les procédures d'expulsion, elles peuvent s'avérer longues et coûteuses pour le proprio, donc il y a de grandes chances qu'ils cherchent, notamment dans cette période où on parle de solidarité, blablabla, qui cherchent à négocier avant de rentrer dans une procédure de ce type-là. D'autant plus que les tribunaux sont fermés. Non ouais, après le 11 mai, ce sera peut-être un peu différent. Ah, ça prendra du temps, je pense. Et ouais, c'est vrai, j'avoue, le temps qui se désengorge. Et puis ouais, respirer un peu. En gros, quoi qu'il arrive, vous pouvez, ne serait-ce que pour les emmerder, dire que vous payez pas et puis revenir sur votre déclaration plus tard sans conséquence. Tant que vous payez avant l'injonction ou le commandement à payer, hop, vous n'aurez pas de frais de huissier ou quoi que ce soit à régler. Et dernière info pratique, il y a des aides pour payer si jamais vous êtes en galère. Vous pouvez solliciter des aides auprès d'Action Logement ou du FSL. Donc ça c'est des subventions. Et bon, il y a des subventions ou des prêts sans intérêt. Donc voilà, pour les infos pratiques. Et on va s'écouter un petit son, on va s'écouter Same Way Back de Caves. Un jour, un riche fit entrer Diogène dans sa maison splendidement meublée et lui recommanda de ne pas cracher par terre. Sur quoi Diogène lui cracha au visage en lui criant que c'était le seul endroit sale qu'on trouvait dans la maison. Diogène Laërce. La critique de la propriété privée portée par le mouvement révolutionnaire et ouvrier historique s'est souvent bornée à la remise en cause de la propriété privée des moyens de production, les usines, les machines. Le lien avec la propriété privée immobilière n'est pas toujours évident, la question du logement étant considérée au mieux comme un sous-produit de l'exploitation, donc secondaire. Certes, la propriété privée des logements mis en location ne repose pas directement sur l'exploitation de la force de travail, et elle ne produit rien. Par contre,
Le logement est au même titre que l'accès aux soins un élément nécessaire à la reproduction de la force de travail, qui pour le prolétaire consiste à dépenser une grosse partie de son salaire pour s'entretenir. Avec mon salaire, il se paie ma tête, écrivait Prévert. Cette reproduction de la force de travail n'est pas censée coûter quoi que ce soit aux capitalistes, et c'est même l'inverse. Ce qui est produit dans ce sens, les logements par exemple, ne l'est que dans la mesure où cela peut leur profiter financièrement, comme dans tout rapport marchand. Un logement mis en location enrichit le propriétaire qui récupère mensuellement la partie du salaire du locataire, versé sous la forme d'un loyer. La première des violences de la propriété immobilière s'exprime par cette obligation de payer un loyer pour avoir un toit. Le prélèvement des loyers est un racket organisé par un panel diversifié de propriétaires. Panel qui va du petit rentier aux sociétés immobilières, en passant par les bailleurs sociaux, les sociétés HLM par exemple, ou encore toutes sortes de marchands de sommeil. On peut toujours penser que dans tout ça, il existe des propriétaires pires que d'autres. Mais ça ne rend pas la propriété privée et le rapport économique propriétaire-locataire plus acceptable. Hausse des prix, pénurie, spéculation, tout comme pour les denrées alimentaires, les exemples ne manquent pas pour illustrer à quel point les propriétaires, comme les autres accapareurs, possèdent un peu plus qu'un bien immobilier, mais un pan important de la vie quotidienne des gens qui habitent dedans. Le logement, de son processus de production, la construction, à sa mise en circulation, la vente, la location, répond à la même logique que toutes les marchandises indispensables, telles que les produits de première nécessité, autour desquels se manifeste une tension permanente, indissociable de la lutte des classes. Entre les possédants et les accapareurs d'un côté, les pauvres et le prolétariat de l'autre. Dans une telle société, la crise du logement n'est pas un hasard, c'est une institution nécessaire. Elle ne peut être éliminée, ainsi que ses répercussions sur la santé, que si l'ordre social tout entier dont elle découle est transformé de fond en comble. Engels, La question du logement, 1872. Extrait de La propriété, cette cheville a fracturé. C'est un texte qui a été publié sur Bad Kids, un journal toulousain, le 27 mars 2013. Et on va enchaîner maintenant sur la quatrième et dernière partie de cette émission sur la grève des loyers. On retrouve souvent un argument qui viserait à nous faire croire que en fait, les propriétaires, c'est tous des petits propriétaires qui finalement sont loin d'être tous fortunés. Voilà, ça pourrait être votre grand-mère, votre grand-père. Et du coup, par rapport à ça, on a eu envie d'interroger notre expert local et de lui demander, mais finalement, qui sont ces propriétaires ? Le secteur de la location en France appartient pour moitié ou plus au secteur public. Le reste, ce sont effectivement des particuliers beaucoup plus que des entreprises. Seulement, sur les 15% de ménages qui possèdent une ou plusieurs résidences qu'ils n'habitent pas, 80% font partie de la moitié la plus riche de la population. Au final, ça signifie que 5% des logements loués appartiennent à la moitié la moins riche de la population. Il y a un argument qu'on entend souvent, même quand on en parle autour de nous là, de la grève des loyers, un argument contre la grève, c'est que, bah ouais, effectivement, si on fait la grève, ça va mettre les petits propriétaires dans la merde. Quand on demande aux gens pourquoi, parce que les petits propriétaires, il faut bien qu'ils remboursent leur crédit auprès de la banque. Ah ouais, donc en gros, si on fait la grève des loyers, ça va empêcher les petits propriétaires, en sachant qu'il y en a très peu, comme on l'a vu juste avant, de pouvoir rembourser les banques. Est-ce que c'est réellement un problème ? Moi je crois pas. Un autre argument qu'on retrouve souvent, c'est que finalement, si les loyers étaient plus modérés, ou que les propriétaires ne percevaient pas de loyer, comme c'est le cas lors d'une grève des loyers, les logements seraient mal entretenus, et que finalement ça se retournerait contre les locataires eux-mêmes. On peut souhaiter élargir la perspective, comme le font d'ailleurs deux auteurs de la Small Property Owners Association, une association de petits propriétaires américaine, qui explique que l'être humain est depuis des millions d'années, a été pendant des millions d'années un animal nomade, et donc qu'il n'y a pas de problème si profond à expulser les gens de chez eux du jour au lendemain. Les impayés de loyer représentent environ 500 millions d'euros pour le secteur privé de la location.
Chaque année, les logements rapportent à ce même secteur privé 40 milliards d'euros. Si un tiers des logements bénéficiaient de rénovation entre deux locataires en 2011, ce n'est plus le cas que pour un dixième de ces logements en 2018. Ces faibles dépenses en rénovation de la part des propriétaires s'expliquent possiblement par des inégalités à l'échelle géographique dans un pays comme la France. Là où il y a beaucoup de logements vacants, mais peu de personnes disposées à payer un loyer plus important, c'est pas en effectuant des travaux qu'on va en tirer quelque chose. Ce qu'on peut souhaiter faire, c'est construire des logements plus petits et en extraire davantage de loyers au mètre carré. Là où au contraire, il manque de logements, alors c'est notamment dans les centres-villes des grandes aires urbaines. Là, les profits sont basés sur la spéculation immobilière et foncière, et non sur les loyers qui ne suivent pas ces prix qui flambent. C'est un phénomène qui est aggravé par la financiarisation du secteur de l'immobilier, car avec les investissements spéculatifs dans les centres-villes des grandes aires urbaines, on peut réduire le taux de taxes foncières sans en diminuer le volume, le montant. C'est une façon de stimuler l'activité économique et on attire hors des villes moyennes, des zones rurales, la population et l'activité économique. Et les collectivités locales ont davantage de difficultés à boucler leur budget, ce qui pousse à plus de départs et on peut même choisir d'augmenter la taxe foncière afin de les compenser. C'est un cercle vicieux. Je viens de nulle part et je m'en tape, j'ai pas d'adresse, même pas de squat, je viens de nulle part comme un coup de batte. Si on regarde ce qui s'est passé dans la bulle immobilière des années 80 et donc qui a éclaté en 91, on avait justement une déconnexion, on avait des immeubles qui étaient vides et qui étaient achetés tout simplement sur une valorisation. Donc, et ces immeubles vides, on les appelle même en anglais speculative building, tout est dit en soi. Donc on peut acheter des immeubles qui sont vides, qui ne sont pas rentables, il n'y a pas de loyer. Donc pour d'autres valeurs, pour d'autres raisons. Tout à fait. Alors pourquoi on parle de finance? Qu'est-ce que ça veut dire d'abord financiarisation? Ça veut dire qu'en fait, notamment en France, dans les pays d'Europe continentale, donc pas sur le modèle anglo-saxon, on va passer soudainement d'une gestion patrimoniale de l'immobilier à une gestion financière. Ça veut dire quoi? Gestion patrimoniale, on détient de l'immobilier à long terme. Pensez aux immeubles haussmanniens, qui étaient détenus, là on est sur du logement, qui étaient détenus historiquement par des grandes compagnies d'investissement immobilier locatif, ou par des grands investisseurs sur des décennies, voire même un siècle. En 97, 91, c'est la crise du Golfe, la bulle explose. Simplement sur un choc géopolitique. On n'est pas à l'abri de ce genre de choses. On va mettre du temps à résorber, un peu comme la crise des subprimes, et arrivent des nouveaux entrants sur le marché en 97. C'est pour ça qu'on parle de financiarisation en 97. Ce sont les fonds d'investissement dits opportunistes, anglo-saxons, qui viennent de New York et qui achètent de New York, sur la base de méthodes financières de cash flow, de tableurs Excel, des immeubles avec des décotes de 60 à 80%. Et à ce moment-là, ce sont davantage des immeubles de bureaux, ce sera plus tard les logements. Parce que la crise, elle est d'abord une crise de bureaux. Et c'est l'actif essentiel. Et les logements, c'est aujourd'hui, c'est en ce moment les logements, parce que les logements deviennent une classe d'actifs à part entière, nouvelle pour les investisseurs. Ce qui avait été le cas il y a plus d'un siècle. 20% des logements français en 2013 présentaient des signes d'humidité sur certains murs. 20% présentaient des problèmes d'isolation thermique des murs ou du toit. Encore 20% environ avaient des fenêtres laissant anormalement passer l'air. Près de 12% avaient un vis-à-vis de moins de 10 mètres. Le travail, comme le logement, c'est du chantage. Au boulot, si tu travailles, t'es payé. Si tu travailles pas, t'es pas payé. Chantage. À la maison, si tu paies, tu peux rester vivre ici. Si tu paies pas, tu pars. Chantage encore. Mais en pire, parce que ton salaire, tu l'as quand t'as fini de bosser. Alors que ton loyer, tu le paies en avance, avant d'avoir passé le mois dans ton logement. La seule chose qui marche pour répondre au chantage, c'est le chantage. La grève est une forme de chantage.
Pour combattre l'exploitation, la dénoncer ne suffit pas. On doit répondre par la force, en se donnant les moyens d'être menaçants, grâce à l'organisation collective. Même en dehors des luttes, sur un chantier, la cadence est donnée par les ouvriers. Plus les groupes sont soudés, plus ils font baisser les cadences, et plus il sera difficile pour le patron de déterminer qui est le paresseux et qui est le perturbateur. De la même manière, un locataire qui ne paie pas son loyer se fait déloger par les huissiers. Mais si 200 font la même chose, ce n'est plus possible de les virer. Plus les travailleurs sont soudés, plus ils font baisser les cadences. Plus les habitants sont soudés, plus ils ont de pouvoir sur leurs conditions de vie. Ça tombe bien. La plupart des habitants sont des travailleurs, et la plupart des travailleurs sont des habitants. Si les promoteurs, les entrepreneurs construisent et entretiennent le logement, ce n'est pas pour nous, mais pour gagner de l'argent. S'ils ont plus d'argent à se faire en nous laissant mourir qu'en rénovant, ils nous laisseront mourir. C'est à nous de leur montrer que s'ils comptent nous faire dépérir, ça leur coûtera finalement plus cher. Nous devons nous donner les moyens de leur faire payer. Ils ont la thune. On a le nombre. Les pouvoirs publics et les forces politiques de gauche comme de droite savent donner l'impression qu'ils nous font l'aumône par humanisme, quand ils nous relogent ou font quoi que ce soit d'utile pour nous. Pourtant, tous les services qu'ils nous rendent, c'est nous qui leur avons arraché des mains par les luttes passées. La situation est le résultat des luttes ou de leur absence, et il est inutile de quémander des solutions à nos représentants. Tout ce qu'on obtiendra d'eux, il faudra le leur imposer, et nous ne sommes pas des mendiants. Alors à Nouilles, et partout où on meurt à petit feu dans les logements, pourris, qui nous coûtent des fortunes, comment on s'organise? Faut-il arrêter de payer les loyers à Noailles, ou n'en payer que la moitié? Faut-il s'organiser pour faire payer les coupables? Et si oui, lesquels? Que des têtes tombent, d'accord. Mais comment en tirer de meilleures conditions de logement? Faut-il réquisitionner les logements vides? Faut-il imposer des relogements qu'on veut, plutôt que ceux lointains, pourris et provisoires qu'on s'apprête à nous proposer? S'ils veulent reloger les prolos du centre-ville, il y a des chambres libres à l'Intercontinental. Faut-il repérer les entreprises en charge de ces bâtiments, Marseille Habitat et Solem, et occuper leurs locaux, leur imposer des travaux à l'œil? Comment créer une solidarité qui dépasse le cadre du quartier avec tous les prolos marseillais qui vivent dans des conditions similaires ailleurs? Toutes ces questions, nous les poserons aujourd'hui. Mais elles vous font sans doute écho. Il est temps de se les poser ensemble. C'est collectivement qu'il faut y réfléchir pour qu'un autre nous puisse naître de la situation. Nous, les habitants de Marseille, qui ne voulons plus vivre dans des taudis à l'abandon. Donc on vient d'écouter un extrait d'un texte qui s'appelle Main basse sur la ville et qui a été écrit par un collectif marseillais pour la solidarité de classe. Et pour introduire cette dernière partie, on va vous partager une information qui vient d'arriver, là, qui nous vient tout droit de l'Observatoire du moral immobilier. Non, c'est pas une blague, ça existe vraiment. Et c'est donc un sondage qui raconte qu'il y a 1/5 de locataires qui craignent de ne pas pouvoir payer leur loyer ce mois-ci. En France ? En France, et les propriétaires sont encore plus flippés, hein. Ils sont 34% à craindre des impayés de loyer. Alors, on voit bien que les propriétaires ont plus peur que nous, que les locataires en tout cas, profitons-en. On voulait revenir sur différents points d'analyse, de perspective qu'on va vous livrer un peu pêle-mêle, et on va commencer par dire que il y a différents éléments qu'on a pu observer dans les grèves historiques qu'on a abordées au cours de l'émission, qui sont réunis aujourd'hui. Il y a des autorités qui sont délégitimées, une révolte sociale latente, une compression salariale liée à une forte part du salaire dans les revenus, du loyer dans les revenus. Tout ça, ça crée un terreau favorable qui est comparable à ce qu'on a pu voir avant, même s'il y a des éléments qui sont différents, bien évidemment. Comme on l'a vu, il y a plus de concurrence entre les locataires, plus de concurrence aussi entre les travailleurs et travailleuses, et une atomisation plus grande des individus. Déjà, une première chose, c'est que la grève des loyers, finalement, c'est une forme de mobilisation qui est possible même en période de confinement. Et comme on l'a vu dans les exemples historiques, ça permettrait déjà aux personnes actuellement vulnérables, menacées d'expulsion,
de pouvoir respirer et de ne pas payer leur loyer pendant quelques mois, sans avoir peur finalement d'être expulsés ou sans avoir à se poser la question de bouffer ou de payer leur loyer. De ne pas payer leur loyer ou de ne pas payer une partie de leur loyer. Ouais, ou de ne pas payer leurs charges aussi. Ouais. Après, on peut se demander qu'est-ce que ça peut permettre finalement cette grève des loyers au-delà donc, de cette question un peu de survie. On a le sentiment que, au vu des exemples historiques qu'on a vus lors de cette émission, que quelque chose d'assez clé, c'est que ça permettrait de recréer une solidarité de classe et de ne pas s'enfermer dans l'ornière de la solidarité humanitaire qu'on cherche à nous vendre. Alors voilà, c'est très bien de faire ses courses à son voisin de palier ou à sa voisine, mais ça laisse complètement inchanger les causes de cette situation de merde qu'on connaît actuellement, et ça en épargne les responsables. Ce que ça peut permettre également, c'est de créer des communautés de lutte et d'entraide qui pourront, en tout cas on l'espère, dépasser la seule question du logement et remettre en cause le capital de manière plus générale. Ça crée aussi des bases d'organisation pour ne pas subir tout ce qui vient avec le confinement, avec le coronavirus, avec l'état d'urgence sanitaire. À savoir quoi? À savoir toutes les mesures antisociales là, qu'ils ont déjà pondues sur le droit du travail par exemple, toute la folie sécuritaire qui est en train de se mettre en place et les subventions qui sont en train de tomber en masse pour les capitalistes afin qu'ils relancent la machine. On a l'impression que ça permettrait de venir taquiner cet adversaire propriétaire, de venir cibler finalement notre adversaire. Parce qu'on a plutôt ces derniers temps tendance à quémander à l'État des logements sociaux, plus de logements, etc. Et que c'est assez inspirant de voir que dans l'histoire de ces grèves des loyers, il y a des personnes qui pendant des années n'ont pas payé le loyer, ont arrêté de demander quoi que ce soit et ont même été jusqu'à faire péter les baraques des propriétaires. Et d'autant plus qu'on se rend compte que le prix des loyers, en fait, ils sont déterminés par notre acceptation à ce prix, à ce loyer finalement. Alors cette grève, ça nous permet de leur dire d'aller se faire foutre et qu'on n'acceptera pas, qu'on n'acceptera plus. Parce que ce qu'on a pu observer aussi au travers de ces grèves historiques, c'est que même si elles n'étaient pas toujours victorieuses, finalement s'il n'y avait pas des victoires à la hauteur de ces luttes-là, c'est qu'elles ont quand même poussé les proprios et l'État à offrir à moyen terme des conditions plus avantageuses, par peur que l'incendie reprenne. Il y a deux cas de figure qu'on a pu observer dans les grèves des 2 derniers siècles, c'est des grèves qui se cantonnent à la question du logement, notamment des grèves de loyer portées par des étudiants et étudiantes. Et ça inquiète pas le capital, il a pas besoin de réprimer dans la plupart des cas parce qu'il trouve des personnes qui se précipitent pour les négocier. Et donc c'est facile pour l'État, pour les proprios, pour les bailleurs, de simplement distribuer des miettes et tout en se faisant passer pour des gens bien, de continuer à exploiter tranquille, peinard, pendant que les gens qui sont allés négocier, eux ils ont l'impression d'avoir gagné quelque chose. Dans l'autre cas de figure, c'est des grèves comme celles qu'on a vues plus tard, qui visaient plus large, avec une portée émeutière, anticapitaliste, et c'est là que l'État il a réprimé fort. Et ce qui n'a pas empêché que certains de ces mouvements ont duré plusieurs années, et certains d'entre eux ont arraché des victoires conséquentes. On peut se demander, dans ces grèves passées, l'État il a usé d'une stratégie qui est revenue à plusieurs reprises. C'était d'isoler les éléments les plus radicaux, de les mettre en prison, voire de les tuer dans certains cas, et ce qui laissait le champ libre pour les négocier avec tous les réformistes qui restaient et qui étaient volontaires pour négocier. Une troisième voie, entre guillemets, c'était la possibilité pour l'État de pondre des lois pseudo-sociales pour éteindre l'incendie, lois qui dans la plupart des cas sont restées sans effet sur les conditions de vie réelles des locataires. C'est-à-dire les loyers ont continué à monter ou les conditions de logement sont restées toujours aussi merdiques. Mais voilà, pour le moment on n'en sait rien, on est plutôt sur le début de quelque chose, et pour se prémunir au mieux, rien de mieux que l'organisation collective. Alors pensons le non-paiement des loyers non comme une fin en soi, mais comme le début de quelque chose de stylé. De grave stylé. Sur ce, on vous souhaite une belle grève. Bonne grève des loyers. On vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout, et puis peut-être à une prochaine fois. Peut-être. Voilà, et pour finir, on va s'écouter un morceau de Virus, Bonne Nouvelle. Ouais. Salut. Au revoir.
au vu de ce qu'ils nous ont pris. Mes cellules grises auraient aimé être simples d'esprit. Réveil en sursis, 9h de l'après-midi, de plus en plus marre. Mais quand je dors pas chez moi, je me lève avec des stars. L'isolement, je m'y suis mis tard. Le temps de m'auto-juger sans bien sur les éléments à décharge. Avant, ça allait à peu près, je vivais seulement en marge. Puis je me suis mis à compter le nombre de carreaux qu'il y a sur ce carrelage. Avec un peu de chance, je deviendrai barge et fêlé. Je me suis même soupçonné démêler. Chez nous, on vivait sous scellé. Chaque fois qu'on croyait entendre frapper, c'était toujours la télé. La prison ne sert qu'à éviter l'évasion. Une fois dehors, je continue d'insulter les avions. La prison ne sert qu'à éviter l'évasion. Une fois dehors, je continue de ressentir des tensions. Complètement paumé, je me bouffe encore des coins de placard. Ne sors me promener que pour embrasser mes remparts. Mes forces de retenir mes rares visiteurs, jusqu'à offrir un peu de tabac au gars qui est venu relever le compteur. M'arrive de bouffer avant 19h, de prendre 2-3 douches par semaine. Et quand je trouve pas le sommeil, je double ma peine. Donc je fais des pompes, faute de mieux, je baisse le sol ou je me purge sur les pages de pub d'un magazine qui colle. Est-ce que tu préfères qui caille ou que ça pue? Moi je m'en fous, j'ai mouru. Dans les deux cas je m'habitue. Bref, mon cœur attend des nouvelles du greffe. Déjà au collège un surveillant fut surpris que je l'appelle chef. Ai-je bien entendu rester croupir? Je te jure qu'au fond du trou on y reste tant qu'on s'imagine que c'était pire. Que tout ne tient qu'à un yo-yo. Le voisin fait ses travaux et moi je colle mon oreille au tuyau. La prison ne sert qu'à éviter l'évasion. Une fois dehors, je continue d'insulter les avions. La prison ne sert qu'à éviter l'évasion. Une fois dehors, je continue de ressentir des tensions. Des tensions, 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 des Mais quelle idée de faire des 8 bébés avec des barreaux. Une blonde avec une boule à zéro, je trouve ça beau. J'aime que mon état se rapproche d'un ciel plutôt gris pâle. Je peux me relaxer à huis clos, je ne culpabilise pas. Ressassé dans les deux sens, coincé dans un sas où ta date de naissance pourrait bien être le mot de passe. Bah ouais, même le temps commence à se faire chier. On m'a enfermé une fois, depuis je vis comme si j'étais recherché. À l'ombre d'un contre-jour, dans quelques 9 mètres carrés qui donnent sur la cour. Et un mur de briques rouges, et un mur de briques rouges, et un mur de briques